Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Allez, bienvenue à vous sur Sud Radio. Bon réveil. Non, pas bon réveil, peut-être pas à 17h. Ben si, écoutez, il y en a qui ont fait la sieste, on en était quand même. La sieste tardive, c'est les vacances pour la plupart des Français. D'autres sont déjà au travail, suivez mon regard dans le studio de Sud Radio. Et certains aussi sont tout simplement en famille. Il est 17h04, nous sommes le 12 août, la France à chaud, vous l'avez entendu, même si ça s'améliore petit à petit. Et les vraies voix vous accompagnent pour débattre de l'actualité jusqu'à 19h. Alors ce soir, on est toujours avec celui dont vous avez entendu le ricanement. Anthony Martin-Smith, bonjour. Bonsoir Jean-Marie. Bonjour, bonsoir bon d'ailleurs à 17h. Bon réveil à vous aussi, exactement. Alors Anthony, je le rappelle, vous présentez tous les week-ends l'émission Faut que ça change sur Sud Radio. Vous êtes aussi champion de judo, c'est une précision qui n'est pas inutile avant de vous taquiner, quand même, pour ceux que ça chatouillerait. Et puis, on va parler politique un petit peu avec vous. On va en parler avec notre autre vraie voix du soir. C'est Nathalie Lebas, bonsoir. Bonsoir. Une nordiste sur Sud Radio, ça fait plaisir de vous voir. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes communicante, vous êtes aussi conseillère régionale de la région des Hauts-de-France. Hauts-de-France, qui est présidée par Xavier Bertrand. Vous faites partie de la majorité du président ? Tout à fait. Voilà, exactement. Ce qui vous positionne plutôt au centre ou au centre droit, quelque chose comme ça. Au centre. Voilà, c'est toujours bien qu'on commence par dire d'où on parle. On est ravis de vous accueillir ce soir. On est ravis de débattre avec vous de l'actualité. De quoi parlera-t-on ? On va parler de Dominique de Villepin, notre ancien Premier ministre, qui précise les choses vers sa candidature pour l'élection présidentielle. Il a déjà lancé son parti, la France humaniste. On apprend maintenant qu'il va organiser une espèce de grand débat à l'automne prochain. C'est l'un de ses lieutenants qui le dit aujourd'hui dans Le Parisien, aujourd'hui en France. Alors nous, on a une question toute simple pour vous tous. Est-ce que Dominique de Villepin, pour vous, ferait un bon président de la République ? On va en débattre à partir de 17h30. L'info en plus de Félix Mathieu portera sur la guerre en Ukraine. Ça se passe très mal pour les Ukrainiens sur le front en ce moment. L'armée russe vient d'opérer une percée de près de 20 km. Est-ce que le front dans le Donbass est en train de s'écrouler ou pas ? On demandera à l'un de nos invités. Et puis à 18h40, place à notre coup de projecteur. Coup de projecteur sur la loi Duplon. Oui, cette loi dans laquelle ne figurera pas la réautorisation de ces néonicotinoïdes, mais d'autres mesures sont précisées dans cette loi. Elle a été promulguée aujourd'hui par Dominique de Villepin. Qu'est-ce qu'elle va changer ? Par Emmanuel Macron, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'elle va changer ? On va en débattre à 18h40. Bienvenue à tous dans les vraies voix et bienvenue aussi à notre auditeur du jour. Hector, bonsoir. Bonsoir à vous, merci de me donner la parole. On est ravis de vous accueillir, mon cher Hector. Vous serez notre vraie voix honoraire du jour. Hector, vous nous accompagnez toute l'heure. D'abord, vous êtes d'où ? Alors moi, je suis de Montpellier. Vous êtes de Montpellier. Vous êtes à Montpellier en ce moment ou vous êtes ailleurs en vacances ? Oh, je suis sur la route, là. Je suis en train de retourner chez moi. Vous n'êtes pas au volant, j'espère ? Non, c'est bon. C'est ma compagne qui conduit. Bon, c'est la fin des vacances, c'est la fin du week-end, c'est quoi pour vous alors ? C'est ça, ouais, fin des vacances. Ouais. Donc vous avez décidé de vous occuper, de vous consoler, tout simplement, de votre fin de vacances en étant sur Sud Radio, c'est bien ça ? Exactement. Plutôt que d'écouter la radio, il veut la faire. Mais exactement, mais écoutez, ça fait plaisir. Surtout ne l'écoutez pas en même temps que vous nous parlez, sinon ça fera de l'écho dans la voiture. Donc voilà, malheureusement pour votre épouse, elle sera obligée de n'écouter que vous. On est désolé pour elle. Et écoutez, on est ravis de vous accompagner en tout cas, de vous avoir avec nous. On voulait aussi revenir sur l'actualité que vous avez sélectionnée. Vous voulez nous parler du 7 octobre, ou plutôt de ce qui s'est passé le 7 octobre sur un angle bien particulier. Voilà, donc ça tombe bien qu'on ait une personne qui fait partie de la majorité. J'ai parlé de Dominique de Villepin vu qu'il veut reconnaître l'État palestinien. Moi, je voudrais revenir sur un sujet que j'ai découvert notamment sur le net. Ça s'appelle le Dina Project. Donc, ce sont des universitaires, des femmes, aussi des spécialistes en droit, d'accord. Donc, notamment de l'université de Bar-Ilan. On a aussi une ancienne procureure générale adjointe qui ont fait des enquêtes au sujet des violences sexuelles, qui ont été constatées lors du 7 octobre à plusieurs endroits et qui ont été quasiment systématiques. À l'heure où on veut reconnaître l'État palestinien. Donc ce projet, ils ont recueilli plusieurs témoignages de femmes, d'anciens otages et même d'hommes, de ce qu'ils ont vu, et surtout ce qui a été constaté notamment sur les corps. Je vais passer sur les diverses mutilations et horreurs qu'on peut lire dans ce projet. Donc ça s'est passé d'abord,
Ça a été écrit en anglais, puis maintenant c'est passé en version francophone, et personne n'en a parlé. Alors c'est possible que le dernier rebondissement dont vous parlez n'ait pas encore été évoqué. En revanche, les violences sexuelles systématiques exercées par les terroristes du Hamas sur leurs victimes israéliennes, quelles qu'elles soient d'ailleurs le 7 octobre, oui. On en avait parlé notamment avec Michel Vianès dans le Grand Matin Week-end dans Regard de Femme. On en a parlé aussi avec Muriel Réus, on en a beaucoup parlé parce que c'était effectivement... C'est un fait avéré qu'on avait dès le lendemain du 7 octobre. Ouais, un fait absolument général. C'était une atrocité totale. Vous avez raison d'y revenir. Et effectivement, ce qui s'est produit le 7 octobre avait été encore pire sur les femmes, notamment. Oui. D'ailleurs, je reviendrai là-dessus si je pourrais passer un mot. Quand on voit à l'heure actuelle le climat antisémite qui est en train de se développer en France, quand on est obligé pour les femmes de confession juive qui ont essayé de manifester lors des manifestations féministes qui sont encadrées, et quand on voit par exemple le collectif Némésis qui aussi porte la voix des femmes, qui est obligé d'être encadré par des CRS juste pour avoir en fait dénoncé certains actes, on se demande où on va. Et aujourd'hui, je voulais mettre le doigt dessus. À l'heure où on veut reconnaître l'État palestinien, c'est en fait, en quelque sorte, c'est de donner caution aux actes du 7 octobre. Donc nos politiques devraient réfléchir, notamment Monsieur de Villepin. Écoutez, on va reparler de Dominique de Villepin avec vous, de toute façon. On verra si c'est le même sujet ou pas d'ailleurs. En tout cas, mais vous aviez raison de rappeler les atrocités épouvantables qui avaient été commises le 7 octobre. Ça, c'est vrai. Et ça fait toujours, c'est jamais inutile de le rappeler. Présent encore pour les otages. Voilà. Bon, Hector, restez avec nous. Je reste avec vous, merci encore. Mais voilà, soyez prudents sur la route, ou en tout cas plutôt dites à votre épouse d'être prudente sur la route. On est ravis de vous accompagner jusqu'à 19h ce soir. Dans un instant, premier coup de gueule, Anthony Martin-Smith contre les parcs d'attractions. Pourquoi ? Parce qu'ils font n'importe quoi, ils suppriment la gratuité des accompagnateurs pour les personnes fragiles et en situation de handicap. On en parle dans un instant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. On est ensemble jusqu'à 19h avec Anthony Martin-Smith, Nathalie Lebas qui est avec nous également, et Hector, quelque part sur la route entre son lieu de villégiature et Montpellier. Malheureusement pour lui, dans le sens des retours. Il nous écoute toujours, évidemment. Dans quelques instants, les 3 mots dans l'actu avec Félix et Mathieu. Bonsoir à vous, Félix. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir tout le monde. 3 mots qui sont chaleur, fraîcheur et déploiement. On va parler de la chaleur sur l'Hexagone, de la fraîcheur dans les salles climatisées, du déploiement de la garde fédérale à Washington. C'est une mesure exceptionnelle de Donald Trump. On va dire aussi un mot de la cocaïne parce que figurez-vous que le patron de l'INA s'est fait attraper à s'en fournir. Et conséquence, Rachida Dati le suspend. Voilà. De l'Institut national de l'audiovisuel ? Oui, exactement, les images d'archives. Les archives. On en parle dans un instant. Mais avant de ça, un coup de gueule. Les vraies voix Sud Radio. Un coup de gueule et même un réquisitoire implacable contre les parcs d'attractions, Anthony Martin-Smith. Oui, c'est dans l'Est parisien, avec ce grand parc américain que nous connaissons bien, que tout a commencé. Historiquement, il avait une politique très, on va dire, accueillante à l'égard des personnes vulnérables et en situation de handicap, puisqu'elle lui garantissait à chaque fois la gratuité du billet accompagnateur pour pouvoir pallier au manque d'accessibilité des attractions du parc ou pour les besoins tout simplement de la personne. Quelque chose qui a disparu le 3 décembre 2022 sous le motif de l'autodétermination ou la volonté de dire que le parc désormais est accessible et que vous pouvez circuler librement et considérer que vous êtes autonome dans les allées du parc, etc. La Compagnie des Alpes, compagnie française, a emboîté le pas sur ces parcs et désormais un accompagnateur est payant. Or, moi, voyez-vous, ce week-end, je suis allé avec ma fille de 6 ans, je suis non-voyant pour les auditeurs qui ne le savent pas et qui ne me voient pas. Et donc, il a fallu que je me débrouille tout seul. Et si vous voulez, impossible pour moi de me déplacer convenablement dans le parc. J'ai besoin d'un accompagnateur. Qui vous disent, en gros, Space Mountain, c'est à droite. Exactement. Et les pirates, c'est à gauche. Parce que sinon, vous ne pouvez pas le deviner. Exactement. Et donc, cette gratuité... J'entends, si vous voulez, quand vous rendez vos attractions, votre parc complètement accessible, que vous reveniez dessus. Mais il y a des situations particulières qu'une entreprise ne peut pas elle-même analyser et déterminer. Et donc, on doit continuer à avoir ces politiques d'accompagnement parce que on ne choisit pas la situation dans laquelle on est, on la subit. Et du coup, ça vous coûte combien d'y aller ?
Écoutez, quand vous y allez avec enfants et accompagnateurs, vous en avez au moins pour 300 €. Oui, quand même, ça finit par faire quelque chose. Voilà. Est-ce que ça concerne que ce parc américain dans l'Est parisien, ou est-ce que ça concerne d'autres parcs? Ça concerne, comme je le disais, la Compagnie des Alpes avec ses parcs qui a emboîté le pas. Parc Astérix, Futuroscope, etc. Pour vous, en tout cas, les parcs d'attractions français sont de moins en moins inclusifs. Mais les entreprises, de manière générale, commencent à réinterpréter même la logique de la priorité dans les files d'attente. Comme si la priorité était quelque chose que l'on venait arracher et que c'était un luxe dont on profitait. Non, quand on a une priorité qui est octroyée par une loi et par des droits fondamentaux, c'est bien parce qu'à un moment, il y a des gens qui ont réfléchi dessus et qui ont estimé que c'était nécessaire. Moi, par exemple, si je reviens encore sur mon cas particulier, une file d'attente, je ne sais pas la suivre. Même mon chien guide passe à travers les serpentins, vous savez, les espèces de ceintures et les cordages. On croit que vous trichez, quoi. Oui, on croit que je triche. Mais non, je ne triche pas. Non, je suis bien aveugle. Et oui, merde, à un moment, j'ai bien besoin aussi d'un peu de facilité dans cette société qui est quand même difficile. Exactement. Nathalie Lebas ? Alors, c'est dramatique et c'est très regrettable. D'ailleurs, je me demande jusqu'à quel point ils respectent les réglementations. Ils ne les respectent pas dans ce cas-là. Voilà, donc c'est au pouvoir public de s'en saisir, peut-être aussi aux associations, en fait, de militer pour que les réglementations soient respectées. Aujourd'hui, on a des règles qui sont établies. On a beaucoup de personnes qui ont milité, comme vous, pour la reconnaissance de vos droits. Et c'est dramatique que des entreprises privées s'en défassent. Oui, c'est le genre de problème aussi que vous pouvez rencontrer, par exemple, quand vous prenez le taxi et qu'on vous explique que non, vous ne monterez pas dans votre taxi avec votre adorable Nepia, qui est votre chien guide. Voilà. Bon, écoutez, on va continuer à suivre ce genre de tracas, parce que c'est vrai que ce sont de vrais tracas. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Avec Félix Mathieu, 3 mots qui sont chaleur, fraîcheur et déploiement. La France suffoque, 14 départements du sud-ouest et du centre-est en vigilance rouge, les 3/4 de l'hexagone en orange. Le thermomètre devrait monter jusqu'à 42 degrés en Ardèche. Les initiatives pour protéger les plus vulnérables se multiplient, comme des salles de fraîcheur pour les sans domicile fixe à Bordeaux, ou encore les musées climatisés gratuits à Lyon. À suivre aussi, Donald Trump déploie 800 militaires de la garde nationale dans Washington DC, mesure exceptionnelle après ses déclarations contre les SDF. Il dénonce l'insécurité dans la capitale fédérale. Les chiffres de la criminalité y ont pourtant baissé ces dernières années. Les vraies voix Sud Radio. Mais avant tout ça, cette info qui vient de tomber, Rachida Dati annonce à l'instant suspendre le président de l'INA, l'Institut National Audiovisuel, l'organisme qui collecte les archives et qui les fournit désormais au public par la magie d'Internet. Eh bien, le président de l'INA s'est fait prendre à se fournir tout autre chose, de la cocaïne. Je ne sais pas si c'est ça, vous savez, la poudre blanche qu'on voit à l'image sur les vieilles vidéos d'archives. En tout cas, Laurent Vallée a été interpellé fin juillet à son domicile parisien, après se l'être fait livrer. On l'apprend aujourd'hui et paf, action-réaction, la ministre de la Culture, Rachida Dati, donc annonce à l'instant qu'il est suspendu. Et ça vient de tomber, effectivement, et ça fera du bruit. Venons-en à cette vague de chaleur qui accable l'Hexagone. Une carte de France aux 3/4 orange, et avec même beaucoup de départements en vigilance canicule maximale. Le rouge s'étend de la Gironde et des Landes jusqu'à l'Aude, avec aujourd'hui en plus le Rhône, la Drôme et l'Ardèche, où le mercure monte à 42 degrés aujourd'hui pour ce qui est de l'Ardèche. La Charente-Maritime sont repassés de leur côté en orange, mais cette canicule va durer encore plusieurs jours, toute la semaine. On peut d'ores et déjà la qualifier d'exceptionnelle, nous dit Lauriane Batté, climatologue à Météo France. Cette vague de chaleur est d'ores et déjà remarquable sur une grande partie du sud-ouest, où les valeurs de température maximale sur la journée du lundi 11 août ont excédé 40 degrés, voire même localement 42 degrés à plusieurs localités, donc parmi nos stations de mesure à Météo France. On a par exemple relevé à Bordeaux-Mérignac une température maximale de 41,6 degrés. Il s'agit en fait d'une mesure qui n'avait jamais été mesurée jusque-là sur une station qui a été ouverte en 1920. Oui, rien que Lauriane Batté de Météo France au micro de l'agence France Presse. Dans un instant, vous nous parlerez de celui qui est orange comme la carte de France, c'est-à-dire Donald Trump. Mais avant ça, deuxième mot, fraîcheur. Face à cette vague de chaleur, les initiatives se multiplient pour protéger les plus vulnérables. La préfète du Rhône suspend les chantiers extérieurs. La ville de Lyon rend gratuit ses musées climatisés. Et du côté de Bordeaux, bonsoir Paul Vinel. Bonsoir Félix Mathieu. Des salles de fraîcheur ont été ouvertes pour les SDF. Boissons, snacks, repas et même lit de camp depuis que le
département de la Gironde est passé en vigilance orange ce week-end, puis en rouge lundi. La mairie de Bordeaux a ouvert de nombreuses salles fraîches. C'est le cas notamment du centre Jean Moulin où les murs en pierre gardent la fraîcheur. Un réel atout en plein été. Alors si tout cela est rendu possible, c'est grâce à la réserve citoyenne métropolitaine qui agit aux côtés de la sécurité civile, de la Croix-Rouge et des associations partenaires. Le centre a ouvert ses portes il y a 3 jours aux personnes à la rue et à la recherche de quelques heures de répit. Les explications de Stéphane Pfeiffer, adjoint à la mairie de Bordeaux au micro de l'AFP. Le lieu, il a vocation à accueillir de 13h jusqu'à 22h des personnes qui seraient en difficulté à la rue, sans abri et qui auraient besoin de se rafraîchir, de se nourrir, de boire un petit peu d'eau. C'est ouvert depuis 3 jours, donc on a une bonne grosse centaine de personnes qui ont dû venir à plusieurs moments de la journée. Juste à côté, place Péberlan, on a aussi un lieu pour qu'ils puissent se doucher, place de la République aussi. Donc tout ça mis bout à bout, on a plusieurs centaines de personnes qui viennent chercher ces lieux-là, parce que quand vous êtes à la rue et qu'il fait 40 degrés, c'est hyper dur, donc c'est des lieux indispensables. À noter d'ailleurs qu'un record de température a été atteint à Bordeaux avec 41,6 degrés dans l'après-midi, avec un ressenti estimé à 43 degrés Celsius quand même. Les précisions de Paul Vinel pour Sud Radio. Et voilà pour la fraîcheur. 3e mot, donc, déploiement. Celui de la garde nationale, où ça ? À Washington DC, rien que ça. Oui, c'est une mesure exceptionnelle qui a provoqué d'ailleurs des manifestations. Après Los Angeles, oui, à Washington. Ils ont peut-être fait des merguez aussi. La CGT Washington a peut-être mis des merguez comme le 1er mai. Mais non, mais c'est quand même très sérieux cette histoire. Après Los Angeles en juin contre des manifestants, eh bien le président des États-Unis place cette fois Washington donc sous le contrôle des autorités fédérales. 800 militaires envoyés sur place. Et même si la criminalité a baissé selon les statistiques sur place à Washington ces dernières années, en fait, Donald Trump justifie sa décision à cause de l'insécurité qui explose, selon lui, dans la capitale fédérale. Our capital city has been overtaken by violent gangs and bloodthirsty criminals, roving mobs of wild youth. Notre capitale est envahie par des gangs violents, des criminels sanguinaires, des groupes de jeunes délinquants, des maniaques drogués, des sans-abri. Nous ne laisserons plus cela se produire, nous ne l'accepterons pas. Cette ville ne sera plus un refuge pour les criminels étrangers en situation irrégulière. Nous mettrons en place une coopération totale, transparente et intégrée à tous les niveaux des forces de l'ordre. Nous déploierons des agents dans tout le district et avec une présence écrasante, dit Donald Trump, le président des États-Unis, qui déploie donc les militaires dans les grandes villes tenues par les démocrates, évidemment. C'était Los Angeles en juin, c'est désormais Washington. Une façon aussi pour lui de dénoncer ce qu'il présente comme l'incurie des démocrates en matière de sécurité. Oui, il y a peut-être une récupération politicienne. Après, c'est vrai aussi que les chiffres de la délinquance à Washington, s'ils baissent, reste quand même très élevé. Ils partent de très haut. Oui, ils partent de très 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 haut quand même, c'est ce que j'ai vu. Mais oui. Anthony Martin-Smith, je vous ai entendu soupirer. C'est pas le rôle de la garde républicaine que de faire ça. Elle est là pour protéger la Constitution américaine. La garde nationale aux États-Unis. Pardon ? La garde nationale. Oui, la garde nationale, mais qu'il fédéralise en l'amenant sur le terrain de cette manière-là. C'est le rôle de la police. Il y a une police à Washington DC, donc c'est à la police de faire ça. Je suis bien curieux de savoir ce que va dire le gouverneur de Virginia. Nathalie Lebas, Donald Trump. Comme d'habitude, il est dans l'excès. Comme d'habitude, il fait polémique. Comme d'habitude, il veut faire parler de lui et son arrogance le dépasse. Et, vous allez vraiment m'obliger à le défendre juste pour que quelqu'un le défende ici sur cette table, c'est ça ? Non, mais c'est vrai que Donald Trump, lorsqu'il justifie cette décision, explique que la criminalité est plus élevée que jamais à Washington. La criminalité est forte, mais la tendance n'est pas à la hausse. C'est en ça qu'il exagère. Là, vous avez raison, Jean-Marie, c'est qu'il est en accord avec lui-même sur ce qu'il a toujours dit en matière de lutte contre la criminalité, l'immigration et puis les homeless, les sans-abri, qu'il estime être une plaie pour les villes qu'il veut nettoyer pour pouvoir justement faire grimper le prix de l'immobilier, puisque nous l'oublions pas, c'est un immobilier businessman dans l'âme, et donc voilà, c'est pour ça qu'il aujourd'hui fait ça, mais il le fait de façon totalement inconstitutionnelle. Alors plus généralement d'ailleurs, on assiste quand même à un certain nombre d'affrontements politiques entre le président américain et un certain nombre d'États où les démocrates sont au pouvoir. Est-ce qu'il faut s'inquiéter quand même pour l'unité des États-Unis à court terme ? Moi, je crois pas, puisque de toute façon, l'année prochaine, il y a les midterms, les élections mi-mandat, et qu'il y a un vent qui commence à souffler aux États-Unis, qui est un mouvement à bas bruit,
et à mon avis, il va se prendre une claque. Ah, vous prenez le pari ? Ouais, je prends le pari. Vous prenez le pari ? Ouais. On prend le pari, très bien. Bon, on verra ce que vous jouez, mais on verra ça. Allez, à suivre sur Sud Radio, notre grand débat. On retraverse l'Atlantique. On va parler de nos élections franco-françaises, la présidentielle, avec cette question. Est-ce que Dominique de Villepin ferait un bon président de la République ? Sa candidature se précise en tout cas. Alors, on va en parler avec notre invité dans un instant. C'est Jean Garrigue. Il est historien, spécialiste d'histoire parlementaire. Jean Garrigue, bonsoir. Bonsoir. En un mot, pour vous, est-ce que Dominique de Villepin a ses chances pour 2027 ? Écoutez, en un mot, je n'y crois pas vraiment, parce que je pense que de plus en plus on est dans la culture du jeunisme, du dégagisme, et je ne vois pas un vieux cheval de retour comme Dominique de Villepin s'imposer, et surtout pour une raison majeure, c'est que je ne vois pas véritablement un parti derrière lui, et malgré quand on n'est pas Emmanuel Macron, qui malgré avait su faire créer En Marche, quand on n'a pas de parti derrière soi, et surtout quand on a les Républicains, qui ont un potentiel, Bruno Retailleau, ce sera, à mon sens, assez compliqué pour Dominique de Villepin. Eh bien, on en débat dans un instant avec vous tous aussi sur Sud Radio, 0826 300 300. Prenez la parole, parlons vrai. À tout de suite. Allez, bienvenue à tous sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 19h avec Anthony Martin-Smith, qu'on retrouve tous les week-ends dans Faut que ça change sur Sud Radio, ancien champion de judo. Nathalie Lebas est avec nous également. Elle est communicante, elle est aussi conseillère régionale dans la région des Hauts-de-France. Tout de suite, on parle d'un homme dont vous allez reconnaître la voix. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Ma question là-dessus, elle est simple. Est-ce que vous envisagez aujourd'hui une candidature, par exemple, à la prochaine élection présidentielle ? Il y a une alternative à la guerre. Désarmer l'Irak par les inspections. Et c'est un vieux pays. La France d'un vieux continent comme le mien. L'Europe, qui vous le dit aujourd'hui. J'ai l'honneur, Monsieur le Président, d'engager la responsabilité du gouvernement. Cela n'a pas été compris par tous. Je le regrette. La guerre au Proche-Orient, si nous ne créons pas un État palestinien, je vous garantis que le cycle de guerre continuera. L'indépendance de la France et de l'Europe ne doivent pas être négociables. Mon verre est petit, mais je bois dans mon verre. Donc, ce serait absurde de ma part de vouloir m'inscrire comme ça, venant de nulle part, dans le jeu politique. Ce serait absurde, mais pourquoi pas après tout ? Était-ce vraiment le bonjour ou plutôt le bonsoir pour reprendre des archives de l'INA ? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on va parler de Dominique de Villepin avec nos vraies voix et avec notre invité Jean Garrigue. Bonsoir à vous à nouveau. Je le rappelle, vous êtes historien, vous êtes aussi spécialisé en histoire politique, notamment en histoire parlementaire. Vous avez publié de nombreux ouvrages, notamment celui qu'on peut retrouver chez Duno, Les Grands Discours. Tiens, est-ce que Dominique de Villepin aurait pu avoir sa place dans Les Grands Discours ? Vous nous le direz dans quelques instants. Mais avant ça, on va revenir sur l'actualité qui nous intéresse. Dominique de Villepin, à l'automne, va lancer ce qu'il appelle un Conseil national des forces républicaines. C'est son bras droit, le maire de Garges-les-Gonesse, qui l'annonce aujourd'hui aux Parisiens, aujourd'hui en France. Objectif, en gros, faire une espèce de grand débat avec toutes les forces politiques qui voudront bien se prêter à ce jeu. On le rappelle, il a aussi lancé son parti, la France humaniste. Dominique de Villepin ferait-il un bon président de la République ? Anthony Martin-Smith. Non, il était déjà mauvais Premier ministre, il ne sera pas meilleur président demain. Nathalie Lebas. Non plus, comme mon collègue, moi je considère qu'il a un passé, il a un bilan. Son bilan, c'est quoi ? L'état d'urgence en 2005 dans les banlieues, la privatisation des autoroutes et aéroports, le CPE avec les jeunes dans la rue. Le contrat embauche. Aujourd'hui, clairement, on peut se demander pourquoi on a des Français qui auraient un bon souvenir de lui. Et pourtant, il a au moins une audience sur les réseaux sociaux. Il a aussi une audience médiatique, manifestement. Jean Garrigue, est-ce que d'abord on peut dire que c'est une surprise, le fait de voir Dominique de Villepin revenir ainsi, ne serait-ce que dans le rôle du candidat ? Alors Jean Garrigue parle, mais bientôt vous l'entendrez. Nous le voyons parler, maintenant nous vous entendons. Ça y est, votre voix nous parvient, Jean Garrigue. Alors je disais que c'était pas une surprise parce que vous voyez bien à quel point il est difficile pour les politiques français de quitter les cimes du pouvoir. On sait très bien que
y compris François Hollande ou Nicolas Sarkozy aujourd'hui, n'ont pas totalement enlevé d'un coin de leur tête l'idée d'être candidat en 2027. Alors pourquoi pas Dominique de Villepin, d'autant plus qu'il y a déjà pensé. Il y a 5 ans et puis même il y a 10 ans. Donc voilà, on imagine que ça lui trotte dans un coin de la tête. Simplement, je pense que le monde a changé, les Français ont changé, les habitudes des Français ont changé, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qui compte, l'un des critères majeurs pour les Français, c'est le renouvellement. On peut le contester d'ailleurs, parce que pourquoi pas la sagesse, pourquoi pas l'expertise, mais le renouvellement, le rajeunissement, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aujourd'hui aux Français. Et j'ai l'impression que Dominique de Villepin, dans cette mesure-là, il est assez handicapé, d'autant plus que, comme ça a été dit, et fort justement, le bilan de Dominique de Villepin comme Premier ministre est un bilan au moins critiquable, parce que entre l'échec du CPE, n'oublions pas la privatisation des autoroutes qui coûte très très cher aux usagers aujourd'hui, la crise des banlieues. N'oublions pas d'abord, lorsqu'il était secrétaire général de l'Élysée, la grande idée de la dissolution de 1997 qui a fait perdre la droite. Donc, franchement, le bilan de Dominique de Villepin, alors c'est vrai, il y a ce fameux discours à l'ONU où il a fait entendre une voix gaulienne de la France, sauf que ce qu'on oublie de dire, c'est que ce discours n'était que, je dirais, la traduction de ce que Jacques Chirac avait décidé, c'est-à-dire la non-intervention en Irak. Donc, si vous voulez, il y a quand même beaucoup de points noirs dans la carrière de Dominique de Villepin, et notamment aussi ces liens que certains suspectent avec le Qatar. Et le Qatar, dont il faut se rappeler que c'est un des financiers du Hamas, par exemple. Oui. Alors, voilà. Il s'en est toujours défendu. Du Paris Saint-Germain, mais... Et aussi du Paris Saint-Germain. Mais on se pose des questions aussi sur le positionnement de Dominique de Villepin par rapport à la crise aujourd'hui entre le Hamas et l'État d'Israël. Alors on va revenir d'ailleurs sur le positionnement de Dominique de Villepin, parce que s'il était candidat, serait un candidat quoi? Centriste, de gauche, de droite? C'est une vraie question d'ailleurs qu'on peut se poser. À quelle offre politique qui correspond? Mais avant ça, je vais quand même essayer de me faire l'avocat de l'homme dont on parle, parce qu'il faut bien que quelqu'un le défende ici. Si je vous rappelle ce tableau de bord des personnalités pour de l'IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio, c'était en juin dernier. Il était en tête du classement des personnalités. Il avait 54% de bonnes opinions. C'était en hausse de plus de 3 points. C'était devant Édouard Philippe. Il était nettement devant Jordan Bardella, par exemple, et d'autres hommes politiques. Ce qui signifie quand même que même s'il vous laisse pas de bons souvenirs à l'ancien manifestant contre le CPE que vous êtes, Anthony Martin-Smith, il a au moins des gens qui l'aiment bien dans ce pays. Oui, François Fillon aussi. C'était pareil à l'époque, et ça n'a pas empêché, si vous voulez, que les Français ont de la mémoire. Et surtout à cette époque, comme le dit notre invité aujourd'hui, Internet nous permet d'avoir une très longue mémoire. Vous voyez, on pourra aussi ultérieurement parler d'Édouard Philippe, et les Français se rappelleront que les Gilets jaunes, c'est Édouard Philippe. Dominique de Villepin, c'est le CPE. Ça a été beaucoup de contestations sociales. Ça a été un bilan très discutable, effectivement. Petite parenthèse d'ailleurs pour le rappeler, parce que après tout le monde se souvient pas forcément du CPE. C'était son projet, en gros, un contrat de travail proposé aux jeunes. Ça s'appelait le contrat première embauche. Ça lui a valu des manifestations qui ont duré des semaines et des semaines, de l'UNEF, des étudiants notamment, des syndicats aussi. À la fin, il a été obligé de le retirer. De le retirer, oui. Effectivement, voilà. Et c'était d'ailleurs 2 ans après la généralisation du baccalauréat en contrôle continu que voulait faire François Fillon. Enfin, vous voyez, les deux s'inscrivent dans la même mouvance, dans la même veine. Ça ne fera pas un meilleur président demain. Moi, si vous voulez, quand je le vois, d'ailleurs, il n'en est pas sa première tentative. En 2012, il avait aussi essayé de se présenter, mais il n'avait pas réussi à collecter les 500 signatures qui sont nécessaires pour pouvoir poser sa candidature à la présidence de la République. Je crois, si vous voulez, quand je vois ce bonhomme, il me rappelle Manuel Valls, mais un Manuel Valls de droite, vous voyez. Donc toujours de droite. Vraie question. Non, mais vraie question, tiens, qu'on va poser à Nathalie Lebas qui est avec nous. Après tout, il publie son livre, Le pouvoir de dire non, où il critique, je cite, cette logique de la surenchère pertinente. Il regrette que les Français aujourd'hui soient, je le cite, prisonniers d'un clivage entre la radicalité de la France insoumise et celle du Rassemblement national. C'est presque un centriste qui parle. Ça devrait plaire à la centriste que vous êtes, Nathalie Lebas. Oui, mais alors,
il y a quand même un bilan. Oui. Et j'ai envie de dire, ni gauche ni droite, peut-être opportuniste. Hein. Mais ce qui est certain, à mon sens, c'est qu'aujourd'hui, il surfe. Alors, il s'est fait une virginité, comme ça a été dit, il avait déjà essayé d'être candidat en 2012. Il s'est fait un petit peu oublier depuis. Là, il nous sort 2-3 coups de com' et ça y est, il veut revenir en haut de l'affiche. Mais au-delà de ça, alors tout à l'heure, j'entendais Jean Garrigue parler du jeunisme en politique, du dégagisme. Moi, j'avais pas envie de parler de dégagisme ou de jeunisme, mais peut-être aussi d'une représentativité des Français. Aujourd'hui, on a des règles dans le milieu paritaire où, par exemple, on interdit à un syndicaliste d'être dans un conseil d'administration d'un organe social après 65 ans. Là, ce monsieur, il a déjà 71 ans et on sait le punch et l'énergie dont on a besoin en politique, surtout pour être président de la République. Est-ce que vous pensez qu'à 77 ans, il aura encore l'énergie de conduire la France face aux dirigeants du monde entier ? Alors, je ne sais pas si on est obligé d'aimer ou de détester Donald Trump, mais il est plus vieux que Dominique de Villepin et on peut difficilement dire qu'il manque de punch à la tête des États-Unis. Bon, deux oui, États mais vu le résultat, c'est peut-être pas une bonne chose. Jean Garrigue. Vous avez vous-même dit vieux cheval de retour, ce qui n'était pas très flatteur pour Dominique de Villepin. Mais est-ce que, parlons vrai sur Sud Radio. Est-ce que vous considérez qu'il est trop vieux pour être président dans ce cas-là ? Ah non, ça je dirais pas ça. Le général de Gaulle arrive au pouvoir en 1958 à 68 ans. Donc non, c'est pas la question de la vieillesse, c'est la question de la disposition aujourd'hui des électeurs. Moi, je pense que les électeurs aujourd'hui sont un peu des consommateurs de politique et que la nouveauté est quelque chose qui est aujourd'hui très important, plus important à leurs yeux que l'expérience et le prestige de tel ou tel. Et ce que vous dites, Jean Garrigue, c'est très juste, c'est que justement les électeurs pointent régulièrement sur les réseaux sociaux pour pouvoir le lire, son train de vie d'ancien Premier ministre où il n'a renoncé à aucun de ses avantages en tant qu'ancien Premier ministre. Et donc ça aussi, ça joue contre lui demain. Jean Garrigue ? Oui, ça fait partie des éléments, mais je le répète, il y en a d'autres, parce que c'est vrai que son positionnement sur je le répète, sur cette question cruciale quand même qui divise la France aujourd'hui, de la question de l'État d'Israël face au Hamas, question de l'État palestinien, c'est un positionnement très radical et qui, je pense, heurte non seulement les Juifs de France, mais beaucoup de Français qui essayent d'examiner avec un peu plus, je dirais, d'équilibre le conflit qui se déroule aujourd'hui sous nos yeux. Donc c'est un positionnement dont on sait qu'il peut amener à lui une partie des électeurs de gauche ou de centre-gauche qui peuvent être séduits par ce discours, mais en même temps qui va lui aliéner, je le suppose en tout cas, une grande partie des électeurs de droite, d'autant plus, et je le répète, qu'à droite, vous avez quelque chose de nouveau aujourd'hui, qui est quand même le positionnement de Bruno Retailleau, peut-être d'autres, peut-être que ça ne sera qu'un, vous savez, en politique, on peut jamais dire ce qui va arriver dans 6 mois, mais ça ne sera peut-être qu'un effet éphémère. Mais en tout cas, il y a dans la famille politique dont il est censé être issu, Dominique de Villepin, il y a quelqu'un comme Bruno Retailleau, il y aurait peut-être un Laurent Wauquiez, et c'est là que j'ai l'impression que son positionnement est très difficile. Pour vous, il est tout. Oui, c'était le sens de ma question justement, Jean Garrigue. Quand vous l'entendez parler, quand vous le voyez dire, par exemple, j'annulerai la réforme des retraites d'Elisabeth Borne, mais je reviendrai à un système par points, par exemple, où j'installerai un système de retraite par points. Quand vous le voyez, est effectivement extrêmement dur contre l'État d'Israël, en tout cas le gouvernement israélien de Benyamin Netanyahou. C'est toujours un homme de droite pour vous ou pas, Dominique de Villepin, Jean Garrigue ? Alors, c'est vrai que dans ces prises d'opposition actuelles, on ne peut pas dire qu'il coïncide avec les idées de la droite. Au contraire, d'ailleurs, on voit très bien qu'il va chercher du côté de la gauche. On sait qu'il discute avec des gens comme Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Maryse Léon de la CFDT, qui représente la gauche. C'est très clair. Donc son positionnement est plutôt un positionnement de rassemblement, ce qui est assez, je dirais, cohérent par rapport à une campagne présidentielle, sauf que, je le répète, s'il y a un effet, il est incontestable, un effet d'intérêt, un effet de curiosité autour de lui. Je rappelle que la plupart de ceux qui, à 1 ou 2 ans de l'élection présidentielle, étaient en tête des sondages,
ils ont tous été battus au moment des élections présidentielles. Regardez même Alain Juppé, qui en 2016 faisait encore figure de favori et qui s'est écroulé, malheureusement pour lui, en 2017. Donc je crois qu'il faut regarder ça avec beaucoup de prudence. Il y a un effet Villepin qui est lié à ces prises de position sur Gaza et Israël, mais je pense que cet effet pourrait bien, à un moment donné, s'effriter comme un château de cartes. Hector est toujours avec nous, quelque part entre son lieu de vacances et Montpellier, toujours sur la route, au 0826 300 300. Justement, vous étiez d'accord avec ce que vient de dire Jean Garrigue, Hector? Ah oui, tout à fait. Et puis on nous l'a déjà fait assez, l'espèce d'outsider qui sort de nulle part et qui porte une voix pseudo-sociale, surtout de Villepin. On sait très bien, les gens, je pense, se rappellent du CPE, se rappellent de son cataclysme avec les autoroutes. En fait, pareil, on essaye de nous faire un second outsider pour essayer évidemment de déstabiliser un peu la droite, voire même le RN, mais je ne pense pas que la sauce elle va prendre. Et puis ce ton pompeux, c'est un Juppé numéro 2, quoi. Au bout d'un moment, je pense que les Français en ont marre. Centristes, les Français ils n'en veulent plus ni gauche ni droite, uppercut, je pense. Je pense que les gens, ils veulent de fortes mesures à l'heure actuelle. Vous êtes radical, effectivement. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'Alain Juppé a un ton pompeux pour sa part, mais en tout cas, je vois ce que vous voulez dire sur le positionnement politique. Ça, c'est vrai, Anthony Martin-Smith, l'ancien manifestant contre le CPE. Tiens, vous auriez pensé, à l'époque où vous manifestiez, que la patronne de la CFDT prendrait attache ou prendrait langue avec Dominique de Villepin un jour? Non. C'est drôle quand même. C'est très très drôle effectivement, mais cela montre bien, et c'est ce que je disais tout à l'heure, que c'est un valse de droite. Mais bon, si j'en crois Jean Garrigue, et je souscris, c'est qu'il, justement par cet opportunisme valsiste, il va de plus en plus à gauche, voire même gauche radicale, pour essayer de tirer les voix qu'il, de toutes les manières, s'il restait à droite, il n'obtiendrait jamais. Il sait qu'à droite, il est grillé. Donc, il élargit, quitte même à fourvoyer ses idées et à souscrire aux idées des autres, tout en prenant des positions qu'il n'aurait jamais prises auparavant. Alors après, pareil, je vais essayer de le défendre. Je fais ça absolument pas de manière personnelle, ni intéressée ou autre chose. Oui, mais il faut bien qu'on anime au moins le débat. Les positions un peu critique de la politique, notamment du gouvernement israélien, en particulier de Benjamin Netanyahou. Quand on est de droite, il a rien inventé, Dominique de Villepin. Rappelez-vous Jacques Chirac, son esclandre What do you want? Do you want me to go home in my plane? Ça, c'était déjà sous Netanyahou à l'époque, et c'était déjà bien vu quand on était de droite aussi de se payer le gouvernement israélien lorsqu'il paraissait trop intransigeant, Jean Garrigue. Oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, le général de Gaulle, le premier, en 1967, parlait d'Israël comme d'un État sûr de lui et dominateur. Alors pardon, c'était plus que ça. Si on revient à la citation, c'était un propos antisémite qui avait été tenu par le général de Gaulle. C'était: les Juifs redeviennent, je le cite, ce qu'ils ont été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur. Ça, c'était même pas anti-israélien, c'était pour le coup antisémite. Vous n'êtes pas d'accord ? Si, c'était je dirais le résultat d'une société dans laquelle l'antisémitisme, depuis le 19e siècle, s'était implanté comme une idée très, très, très forte. Et le général de Gaulle n'échappait pas à cet antisémitisme qui avait provoqué d'ailleurs beaucoup de remous parmi les Juifs de France, la LICRA, etc. Donc c'est une vieille idée. Mais l'idée dans le conflit israélo-palestinien, l'idée de soutenir l'existence de deux États et une politique entre les deux positions, ça c'est pas nouveau, et ça fait partie aussi bien d'ailleurs de la tradition de la droite que de celle de la gauche. Mais la prise de position telle qu'elle s'est exprimée, très radicale, de Dominique de Villepin, ça c'est quelque chose quand même d'étonnant, de nouveau, et qui marque une volonté politique d'aller chercher un électorat qui n'est pas le sien, parce que, comme ça a été dit, du côté de l'électorat de droite et de centre-droit, je ne pense pas qu'aujourd'hui il soit le candidat préféré des électeurs. En tout cas, vous aurez pu le dire. J'aimerais qu'on élargisse un tout petit peu le débat sur cette question, parce que j'entends vos réflexions qui sont très intéressantes, Jean Garrigue, Anthony et Nathalie également. J'ai l'impression aujourd'hui que pour la présidentielle de 2027, quoi qu'il arrive, il faut qu'on choisisse un camp sur la guerre entre Gaza et Israël. Est-ce qu'on en est vraiment rendu là? Parce que si c'est le cas, pour moi, c'est quand même désespérant, Nathalie Lebas. Alors, je pense que c'est quelque chose qui est monté par les
médias. Parce que moi, quand je suis sur mon territoire, les gens, ils me parlent du pouvoir d'achat, ils me parlent de leur difficulté d'accéder au logement, ils me parlent de leur inquiétude pour leurs enfants, ils me parlent de sécurité. Mais j'entends très rarement parler de Gaza. Alors on entend, il n'y a pas que les médias, il y a des partis, notamment la France Insoumise, qui en a fait carrément un sujet de campagne. Mais c'est quand même devenu un sujet de discussion sur lequel on revient tout le temps. C'est un sujet clivant dans lequel on essaie d'opposer juifs et musulmans. Si j'élargis un peu encore de façon plus large le débat. Et je dirais que c'est même pas les médias. C'est davantage les algorithmes sur les réseaux sociaux. Le nombre de vidéos que vous pouvez voir ou des posts qui mettent en avant je suis plutôt pro-palestinien ou je suis plutôt pro-israélien, je trouve ça effrayant et je suis même très inquiet de voir à quel point notre société se divise sur ces questions-là qui sont des vraies questions évidemment et dont on doit s'en enquérir, mais faut faire attention parce qu'on a des problématiques, comme vous le dites Nathalie, sur nos territoires qui sont bien plus prégnantes encore pour le quotidien de nos concitoyennes et concitoyens. Tiens, vous savez quoi, il y en a un qui sera d'accord avec vous, je crois, c'est Philippe au 0826 300 300, quelque part en Occitanie. C'est grand l'Occitanie, Philippe. Alors vous êtes beaucoup plus terre à terre, vous en avez marre des centristes, tout simplement, c'est ça ? Oui, bonjour. Nathalie, c'est un peu simpliste, c'est vrai, mais moi je suis un peu écœuré par la politique, comme beaucoup de Français. Et quand je vois qu'il y a des gens comme Villepin qui sont portés par les médias ou les journaux, dans des éditos, on parle de lui comme futur peut-être sauveur de la France. Quand on regarde son bilan, ça correspond au bilan de M. Hollande, de M. Macron, surtout. Macron, c'est vraiment l'archétype du centrisme. Un coup, je fais une politique très étatique. Le lendemain, je privilégie le secteur privé. Donc, on s'y retrouve pas. Moi, je préférerais qu'on revienne à des questions un peu binaires, entre guillemets. C'est soit une politique de droite affirmée, soit une politique de gauche affirmée. Mais qu'on arrête avec tous ces candidats, puisqu'ils sont vieux. On les a vus être dans l'échec déjà plusieurs fois et qui ont la prétention de revenir se présenter. Mais c'est vrai, moi je vois les amis avec qui je parle. Et moi j'ai été cadre dans le social pendant 40 ans, donc je connais pas mal les questions sociales, les questions de délinquance. Et quand je vois le discours de M. Villepin, je suis pas du tout rassuré sur l'avenir. Moi, je pense qu'il faut qu'en France, il y ait un choix de fait. Le retour au clivage droite-gauche, on va y revenir, avec vous. Il n'y a que ça qui pourra sauver la France, parce que M. Macron, il a voulu détruire la droite et la gauche, il y est arrivé. Mais quand on regarde son bilan de centriste, parce qu'on peut parler de centriste, même si un jour il fait des politiques très à droite, et le lendemain il distribue l'argent de l'État. Vous n'êtes pas satisfait du bilan, en tout cas, c'est ce que vous aurez pu dire. Mais je crois que tout le monde disait, comment on peut pas être satisfait d'un bilan avec un bilan surtout budgétaire qu'il y a aujourd'hui. Je comprends ce que vous voulez dire, en tout cas. Philippe, on va proposer à nos invités et nos vraies voix de réagir à ce que vous venez de dire. Merci de nous avoir passé un coup de fil depuis l'Occitanie au 0826 300 300. Ce sera le mot de la fin pour vous, Jean Garrigue. Est-ce qu'on va revenir au bon vieux clivage droite-gauche en 2027 ou pas ? Jean Garrigue, qui prend son inspiration et qui... Je n'avais pas compris que la question s'adressait à moi. Non, il est évident que la solution Macron et à droite et à gauche n'a pas fonctionné. Le bilan est un bilan négatif. Chacun peut le dire. Moi, je pense en revanche que ce qui s'est passé en 2017, ça n'est pas Macron qui a détruit la gauche et la droite, ce sont la gauche et la droite qui se sont auto-détruites, faute de perspective, faute de programme. En revanche, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, en tout cas à droite, de manière assez claire, c'est une forme de résurgence, de résurrection, de renaissance autour d'un programme beaucoup plus clair. Ce que porte quelqu'un comme Bruno Retailleau, par exemple, et quelques autres. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Est-ce que ça va se jouer aussi à gauche avec la résurgence de ce qu'on appelle la social-démocratie ? Là, si vous aviez d'un côté comme de l'autre un nouveau débat qui ressurgirait avec ces familles régénérées, on va dire, alors là, on pourrait se dire que oui, le clivage droite-gauche est intéressant, va pouvoir nous faire avancer. Moi, c'est ce que je souhaite pour 2027, mais je ne suis pas sûr que ça soit avec des Dominique de Villepin qu'on puisse précisément aller de l'avant. Vous aussi, Hector, qui est avec nous au 0826 300 300, clivage droite-gauche, en quelques mots, ça se jouera là-dessus, la prochaine élection ?
ça se jouerait là-dessus et justement avoir une droite qui reprend vraiment de sa puissance, qui en a marre de payer pour rien, qui va faire vraiment un programme sur la sécurité et surtout la fierté de notre pays. Ça va être ça l'avenir, parce que les centristes, toujours à magouiller avec cette gauche qui a toujours été molle, qui d'ailleurs s'est fait aspirer par la LFI, je pense que la droite a bien sûr son rôle à jouer et le clivage gauche-droite, il va se faire tout seul en fait. En tout cas, on aura compris que vous n'étiez pas de gauche, si j'ai bien compris, Hector. Bon, merci à vous d'avoir pris la parole au 0826 300 300. Restez avec nous parce qu'on va vous retrouver dans un instant. Jean Garrigue, merci d'avoir pris la parole aussi ce soir. Je rappelle l'un de vos nombreux livres, ces grands discours qui ont marqué la France. C'est toujours passionnant de se replonger dedans. On peut le retrouver notamment chez Villepin est un grand orateur. Villepin, oui, pareil. Ouais. Mais alors, est-ce que vous l'auriez mis dans votre livre, Jean Garrigue ? Alors c'est un livre qui est essentiellement consacré aux grands discours parlementaires. C'est vrai. Et Dominique de Villepin, et c'est d'ailleurs un handicap pour lui, n'a jamais été parlementaire. Oui, mais il a pris la parole au Parlement. C'est vrai aussi en tant que Premier ministre, mais ça c'est encore autre chose. Merci Jean Garrigue et à bientôt sur Sud Radio. Restez avec nous, dans quelques instants on révise l'actualité avec vous tous. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. 17h55 précisément sur Sud Radio. On est toujours le 12 août, on est toujours mardi et on est toujours avec nos vraies voix. Anthony Martin-Smith, Nathalie Lebas et Hector. Toujours sur la route, Hector ? Toujours, bientôt arrivé, mais toujours. J'en déduis que vous approchez de l'Hérault. Vous êtes dans l'Hérault. Oui, une autoroute payante de Dominique de Villepin. Oui, voilà. Une autoroute payante, je l'ai. Vous venez de passer le péage, je crois. C'est ça, exactement. Bon, écoutez, on pense très fort à vous. Vous allez jouer avec nous tout de suite parce qu'on va réviser l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Tout de suite, mon cher Hector, je vous rappelle les règles. Je vais vous faire entendre une citation ou alors vous dicter, vous lire une citation et vous devrez me dire qui l'a dit. D'accord ? Vous répondez tout seul en premier. Si vous vous trompez ou si vous n'avez pas la réponse, les vraies voix se battent entre elles et on verra qui a le plus de points à la fin. D'accord ? C'est pas juste ça. On commence. Je vais essayer de vous aider et je vais vous faire écouter ceci. Ça a été dit hier. Qui c'est qui l'a dit ? Vérifier que les salariés qui sont particulièrement exposés à la chaleur font l'objet d'horaires qui peuvent être adaptés, d'équipements professionnels qui permettent de les protéger et surtout, ça ressemble à votre voix, là-dessus, qu'on leur mette à disposition de l'eau. Le décret que nous avons mis en place demande 3 litres d'eau par jour par personne, de façon à ce que les salariés puissent évidemment s'hydrater autant que de besoin. Vous aviez pas plus long ? Alors, Hector. L'enfer, c'est pas notre ministre délégué au travail. Alors, pas le nom. Elle est notamment ministre du Travail et des Solidarités. On peut vous l'accorder. Catherine Vautrin. Je voulais juste faire écouter ça parce qu'on est quand même dans un pays où le gouvernement prend un décret pour rappeler aux entreprises qu'il faut 3 litres d'eau pour les salariés quand il fait chaud. Quand même. Oui, c'est... On est des bébés en fait. Ouais. Bon pour être taxés, mais on est des bébés. Bon. Buvez de l'eau, c'est... D'autant que le code du travail le prévoit. Voilà, bon, en tout cas 3 litres d'eau. On va aller regarder dans le frigo s'il y en a assez pour toute l'équipe de Sud Radio. On continue maintenant, mais je vais vous lire cette citation. C'est un point pour vous, Hector. Qui a pu dire, je cite, face à l'absurde décision du Conseil constitutionnel, je demande au gouvernement d'exiger le retrait des rayons de tous les produits importés ayant utilisé de l'acétamipride. Qui a pu dire ça ? Oh, ce n'est pas Sandrine Rousseau par hasard pour avoir dit non. Alors non, c'est quelqu'un qui était ironique dans ce qu'il vient de dire, donc plutôt à droite. Alors tout le monde peut répondre maintenant. On est à droite, on est dans le sud. Dans le sud. On est très à droite et très dans le sud. Il est maire de Béziers ? Non. C'est le maire de Béziers, voilà. C'est pas Robert Ménard. Non. Celui de Nice. Non, pas David Liénard ? On est plutôt... Oui, David. Pas très loin de Cannes. Christian Estrosi ? Non, mais tout près de Christian Estrosi. Cannes, le maire de Cannes alors. Éric Ciotti. Voilà, ce sera un point pour vous. C'était Éric Ciotti. Allez, on va terminer maintenant avec cette citation pour conclure. Concernant la loi du plomb, je cite, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives. Qui a dit qu'il fallait obéir ? Bon, ça, c'est son président, non ? Pas Monsieur Fabius par hasard ? Non, il ne l'est plus. Richard Ferrand. Non, c'est quelqu'un qui est juste au milieu. Juste au milieu. Juste au milieu. François Bayrou ? Voilà.
Voilà. Bon, victoire pour Anthony Martin-Smith, tout simplement. Je l'ai un petit peu aidé, mais j'ai essayé d'aider tout le monde en même temps. C'est pas grave, Hector. Bonne route. Merci de m'avoir donné la parole et continuez dans votre radio formidable qui donne justement la parole à tout le monde. Merci à vous, en tout cas, Hector, et bonne route. Soyez prudents. Désolé pour la fin de vos vacances. On est toujours avec vous. Vous nous rappelez quand vous voulez. Allez, restez avec nous. On se retrouve dans un instant. Juste après le journal de 18h, qui sera évidemment marqué par la canicule. On va retrouver une autre auditrice au 0800 26 300 300 qui a un coup de gueule à faire passer. On va aussi vous parler de la situation sur le front ukrainien. Ça va mal pour l'armée ukrainienne. On vous dira pourquoi. Tout le bureau de notre climatisation, tout bêtement. On est toujours avec nos deux vraies voix du soir. Anthony Martin-Smith, bien dissipé. Qu'est-ce qui vous arrive? Mais parce que je suis en train de lire les commentaires sur X et je trouve que les auditeurs ne manquent pas d'inspiration et ils me font marrer. Ils vous ont pas raté, c'est ça? Non, pas moi, non. Dominique de Villepin, je trouve ça très drôle. Bon, mais effectivement, Dominique de Villepin ne s'est pas fait rater. Je le confirme sur le Twitter de Sud Radio, ça peut arriver. Nathalie Lebas est avec nous aussi. Bonsoir. Bonsoir. Bon, ça va toujours. Vous aussi, vous rigoliez en lisant les commentaires. Bon, c'est fleuri, effectivement. Oui. Je le confirme. On est ensemble jusqu'à 19h, chers amis, pour débattre des autres actualités. On va parler de nos agriculteurs. La loi du plomb, certes, légèrement amputée par le Conseil constitutionnel. Il y a du plomb dans l'aile, on peut le dire. La loi du plomb, bien vu, bon jeu de mots, est promulguée. Qu'est-ce qu'elle va quand même changer pour les agriculteurs? On va en débattre avec deux d'entre eux. Ce sera le coup de projecteur des vraies voix à 18h40. On va faire le tour des actualités qui ont marqué nos vraies voix. Et dans quelques instants, on va faire un coup de projecteur aussi sur le front entre l'Ukraine et la Russie. Ça va mal, très mal pour l'Ukraine. Percée russe dans le Donbass. Notre invité va tout nous expliquer dans un instant. Mais avant ça, on va saluer Anne. Perse et russe ou... Bonsoir Anne, comment allez-vous? Ça va, merci. Bon, ben on est ravis de vous... Chaudement, comme tout le monde. Oui, vous avez chaud. Vous êtes à Mont-de-Marsan, vous, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Bon, il fait combien chez vous? Oh, on a passé 40 aujourd'hui. Bon. On a passé les 40. Oui, c'est vrai, effectivement. Bon, mais vous avez fait quoi? Comment vous vous êtes préparé? Oh, bon, on reste au frais. On a des maisons anciennes qui ont des gros murs, qui ont des volets, de la verdure autour. Donc, c'est pas problématique. Le dites pas trop fort, hein, sinon on va tous venir chez vous, vous savez, Anne, à force de le dire. Il y a déjà pas mal de monde. C'est ça. Vous vouliez revenir et rebondir même sur le débat que nous avions sur Dominique de Villepin, ma chère Anne. Oui, enfin, Villepin et tous ses copains des mêmes époques qui ont déjà œuvré et qui ont déjà fait leur fortune grâce à leur position et à nos élections, mais qui n'ont rien fait pour changer et au contraire qui ont creusé nos déficits, on en est toujours au même point. On en est à supprimer des jours de congé à des gens qui travaillent très dur pour assurer la position sociale de ces gens-là qui en fait sont un petit peu pas nos salariés, mais enfin c'est des gens que nous payons pour nous diriger, pour diriger le pays du mieux possible. Et en fait, voilà. Donc les Bayrou, les Villepin, tout ça, on a connu déjà. Donc aucun intérêt à ce que ces gens-là reviennent. Vous êtes plutôt pour ce qu'on appelle le dégagisme, si je vous suis bien, Anne. Ah, tout à fait, oui. Qu'on essaye autre chose. Ouais. Parce que là, on arrive au mur, on voit des situations. Enfin, moi, j'ai 63 ans, mais dans mon entourage proche, j'ai des petites jeunes femmes qui travaillent auprès des personnes âgées, infirmières, qui ont des salaires de misère. Nous, dans la région de Mont-de-Marsan, le moins de petits logements, c'est des filles qui gagnent 1 300 €. Elles ont 800 € de loyer. Il leur reste rien pour vivre. Et on se demande en France pourquoi il y a tant de dépression. Mais moi, ces petites jeunes femmes, je les vois dépérir à longueur d'année et faire de la dépression justement parce qu'elles voient plus le bout de tout ça. Et c'est ces politiques-là, c'est les Villepin, c'est les Bayrou qui nous ont mis tout ça en place. Donc pourquoi revenir à des gens comme ça? Il y a des appels à, je cite, tout bloquer dans le pays le 10 septembre prochain. Ça rappelle un petit peu d'ailleurs ces appels au mouvement qui avait donné naissance aux Gilets jaunes. Vous en serez ou pas de ce mouvement-là, vous, Anne? Malheureusement, j'ai besoin de gagner ma vie. Je suis travailleuse indépendante, je suis restauratrice et actuellement on souffre énormément.
Donc tous les jours, pas de vacances pour nous. Là, vous voyez, je me suis blessé un pied, je travaille quand même. C'est pas nous qui coûtons trop cher à la sécurité sociale, entre parenthèses. Mais je les soutiens moralement, j'aurais aimé y être, oui, parce que ça peut plus durer. On voit trop de misère autour de nous. Pourtant, je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire. C'est pas vous qui coûtez le plus cher, mais les travailleurs indépendants sont pointés du doigt, notamment sur les derniers propos de Catherine Vautrin, sur la fraude sociale. Oui. Je vois pas ce qu'elle veut. Peut-être qu'il y a des corporations qui fraudent, mais nous, malheureusement, on fait partie des sinistrés et ça fait des années que ça dure. On est nous confrontés à des nouveaux problèmes, des nouveaux, mais bon, moi, je pense qu'en 35 ans de carrière, allez, j'ai dû avoir un arrêt de travail. Vous voyez, j'ai pas dû coûter très cher à la sécurité sociale. En tout cas, oui, effectivement, ça je peux comprendre. Madame Vautrin, je vois pas ce qu'elle veut pointer. Elle devrait être ciblée un petit peu plus ce qu'elle veut dire. Mais écoutez, on le précisera une prochaine fois. J'espère que ça va aller votre pied, ma chère Anne. Je suis désolé pour vous. Oui. Parce que travailler blessé, c'est jamais agréable. On va essayer de passer. Vous vous préoccupez pour moi. Écoutez, je sais que ça travaille tout le temps blessé. Oui, mais je sais que ça pourra pas s'améliorer. Mon petit cœur. Je sais que ça ne pourra pas s'améliorer, mon cher Anthony. Donc c'est pour ça. Alors que j'espère que ça ira mieux pour Anne. Anne, vous savez quoi? On passera manger chez vous parce que je crois qu'on mange bien en plus du côté de Mont-de-Marsan. Si vous êtes restauratrice, ça c'est plutôt pas mal. Dans toute la France, il y a des très bons restaurateurs. Bon courage, ma chère Anne. Merci de nous avoir appelé au 0826 300 300. Elle est 18h14 sur Sud Radio. On va quitter la France dans un instant. L'info en plus de Félix Mathieu, ça va mal pour les Ukrainiens sur le front du Donbass. On vous explique tout. Qui fait son entrée. Bonsoir à vous, mon cher Félix. Bonsoir, Jean-Marie, bonsoir tout le monde. Direction l'Ukraine, tout de suite avec vous pour l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Avec les Russes qui ont réalisé une percée impressionnante dans le Donbass ces derniers jours, l'armée russe a percé les lignes ukrainiennes avancées d'une vingtaine de kilomètres sur le front est ukrainien au nord de Pokrovsk dans le Donbass. Hier et avant-hier, la réussite de cet assaut met en lumière la fragilité des positions ukrainiennes à l'approche des négociations Trump-Poutine. À l'approche de ces pourparlers, le président des États-Unis, justement d'ailleurs, reproche à Volodymyr Zelensky ce qu'il considère comme son intransigeance quand il refuse d'envisager de céder des territoires à la Russie. Pour parler de cette situation, cette percée russe dans le Donbass, nous sommes en ligne avec le général Olivier Kempf, directeur du cabinet stratégique La Vigie, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. Bonsoir mon général. Bonsoir. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Merci d'être avec nous. Il y en a peu des percées de cette ampleur dans l'histoire de ce conflit. C'est vraiment inquiétant pour les Ukrainiens ? Oui, c'est très inquiétant parce qu'on sent bien depuis 18 mois finalement et depuis une percée aux alentours de Donetsk, la grosse ville de Donetsk, il y a eu une percée. Et puis depuis, ça fait 18 mois que les Russes ont l'initiative, qu'ils grignotent. Mais grignoter, finalement, c'était une sorte de stabilisation, si vous voulez. Pour les Ukrainiens, ça permettait, ils cédaient un peu de territoire, mais c'était pas très grave. Là, on a quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Votre journaliste l'a dit, c'est-à-dire une percée de 20 km, mais surtout une percée de 20 km qui permet deux choses et que l'on est en train de voir en train de se développer heure par heure. D'une part, c'est finalement l'encerclement complet, quasi complet pour l'instant, mais d'une conurbation de deux villes, Pokrovsk et Mirnograd, qui à elles deux font plus de 100 000 habitants. Donc là, on a quand même un des très très gros morceaux de ce qu'on appelle le Donbass, cette région de l'est de l'Ukraine. Et puis il y a une autre tendance à partir de cette percée. Là, c'est pas vers le sud, vers Pokrovsk, c'est complètement vers le nord. Et là, vous avez une grosse conurbation, là encore, le dernier pôle urbain sur lequel s'accrochent finalement les Ukrainiens. Kramatorsk, Sloviansk, Konstantinivka, donc des villes, mais tout ça, ça fait quand même 300-400 000 habitants. C'est les dernières grosses villes du Donbass tenues par les Ukrainiens. Et là, on est très inquiet parce que c'est en train de couper finalement toutes les lignes arrières. C'est-à-dire que au lieu de rentrer frontalement dans la ville, ce que l'on est en train de voir,
C'est une forme d'encerclement en quelque chose, ou une manœuvre russe qui consisterait à couper les arrières des lignes ukrainiennes qui tentent de leur faire face, mon général. Alors on a un petit problème de liaison, comme on a pu le constater. On va vous retrouver dans quelques instants. Ce qu'on va se demander avec vous dans un instant, Olivier Kempf, c'est si les prochaines heures sont importantes. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, les 36 heures qui suivent cette percée sont capitales et à très haut risque. Qu'est-ce qui peut se passer dans les 36 heures qui viennent sur ce front, mon général, puisqu'on vous a retrouvé à l'instant? Olivier Kempf, qu'est-ce qui peut se passer dans les 36 heures qui viennent? Oui, on vous a retrouvé. Que peut-il se passer dans les 36 heures qui viennent? Oui. Dans les 36 heures qui viennent, soit les Ukrainiens réussissent à mobiliser des réserves, mais ils en ont plus beaucoup, et à rétablir une ligne de front à peu près longiligne, mais au prix de pertes. Il va falloir qu'ils abandonnent des positions avancées qu'ils tenaient encore durement. Il va falloir qu'ils cèdent du terrain pour se rétablir. Ça, c'est la première option, la plus positive pour les Ukrainiens. L'autre option, c'est une percée, ça passe et les Russes s'engouffrent. C'est-à-dire que pour l'instant, on a vu des petites unités d'infanterie, on n'a pas vu de chars ni de transports blindés. Peut-être qu'on va voir ça apparaître et avec là une liberté de manœuvre de la part des Russes qui serait, alors pour le coup, très très inquiétante. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un risque aujourd'hui d'effondrement du front ukrainien dans le Donbass? Olivier Kempf. Alors, oui, on vous a retrouvé, c'est bon. Alors, il y a un risque. Allez-y. Oui, il y a un risque d'effondrement ukrainien. C'est pour ça que ce que l'on est en train de vivre en ce moment est très important. C'est pour ça qu'on est tous, enfin, en tout cas, les observateurs, on est tous branchés en permanence sur toutes les informations. Oui, on avait de l'effritement progressif depuis 18 mois, comme je vous disais, et là, on a peut-être un risque d'effondrement au moins localisé dans la zone de Pokrovsk, et là, ce serait très inquiétant, oui. Est-ce qu'on peut imaginer que cette percée, cette attaque russe, elle ait été demandée par le pouvoir politique russe pour arriver le plus possible en position de force devant Donald Trump et ensuite face aux négociateurs ukrainiens? C'est une question que je pose depuis 24 heures. Pourquoi? Parce que cette percée, on a l'impression qu'elle dure depuis 3 jours et donc elle est peut-être contingente. Mais en fait, quand vous regardez dans le détail, vous apercevez qu'elle a été préparée depuis le 20 juillet, c'est-à-dire que depuis maintenant 15 jours, il y avait des groupes un peu avancés, très infiltrés, et on a effectivement l'impression que à partir du moment où il y a eu l'ultimatum de Trump, qu'on a eu l'envoyé spécial de Trump, Witkoff, qui est arrivé au Kremlin, et que Poutine a essayé de trouver une voie de négociation avec les Américains, dans le même temps, donc ça c'était le volet politique, dans le même temps il a dit à ses militaires, écoutez, faites-moi quelque chose de façon à ce que on arrive en position de force lorsqu'arriveront les négociations. Donc oui, c'est aujourd'hui une hypothèse qui reste à confirmer dans les jours à venir ou les semaines à venir, mais aujourd'hui c'est une hypothèse qu'on ne peut absolument pas négliger, bien sûr. Mais cela concorde avec les 2 mois que Vladimir Poutine avait demandé à Donald Trump sur justement cette anticipation de mouvements que vous êtes en train de décrire. Oui, alors on voit bien que depuis 6 mois, 8 mois, Poutine fait l'enterrement Trump, il lui a rien donné finalement et il a continué à grignoter. Cela étant, ce qui est important avec ce qu'on voit depuis 3 jours, c'est bien sûr la soudaineté, parce que qui dit percée dit soudaineté, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça a été préparé comme si les Russes avaient l'arme à disposition et l'ont déclenché quand ils voulaient. C'est ça qui est finalement le plus surprenant pour nous analystes, c'est est-ce qu'il y a une telle maîtrise de la part des Russes, ou est-ce que c'est un peu du hasard et c'est un peu un coup de chance pour eux que ça arrive à ce moment-là. Qu'est-ce que cela induit politiquement si le Donbass tombe demain ? Alors, le Donbass va pas tomber demain, en tout cas pas d'ici les négociations de vendredi en Alaska, mais il est évident que ce qu'on a entendu des paramètres de négociation, c'est-à-dire un cessez-le-feu avec un retrait ukrainien, notamment de l'oblast de Donetsk, donc la région de Donetsk, celle dont on parle et celle où il y a justement cette percée. C'était extrêmement inaudible il y a 10 jours qu'on a entendu ces paramètres arriver pour la première fois. Si on est dans une phase de percée, donc d'effondrement de
du dispositif ukrainien justement dans ce secteur-là du front, Poutine arrive bien évidemment en position de force en disant écoutez, soit je continue et je vais le prendre par la force, mais il va y avoir beaucoup de morts, soit on fait ça sur une table de négociation, mais selon mes paramètres. Donc c'est pour ça vraiment qu'on se pose cette question-là. Et oui, il y a une vraie corrélation entre ce qui se passe sur le terrain et les paramètres tels qu'on les comprend de négociations qui vont se dérouler à partir de vendredi en Alaska. Alors mon général, on a longtemps dit au cours de cette guerre, ce dont l'Ukraine a besoin, ce sont des armes. Il faut lui en produire, il faut lui en apporter. Est-ce que là, on n'est pas arrivé tout simplement à un moment de la guerre où l'Ukraine en fait manque plus d'hommes que d'armes ? Et oui, parce que je dis depuis longtemps, d'abord, il n'y a pas d'armes magiques. Hein. Tout le monde me dit, mais on aurait dû s'y mettre, etc., etc. On a, nous, les Européens, on a donné tout ce qu'on avait en stock. Même les Américains, ils ont donné beaucoup de ce qu'il y avait en stock. Et il y a quand même nécessité de garder encore des choses. On n'a pas relancé des industries d'armement, pas suffisamment. Et en tout cas, de cause, on n'était certainement pas sur les volumes exigés par le niveau de guerre, de ce qu'on appelle haute intensité qu'il y a dans cette guerre d'Ukraine. Donc, on est arrivé au bout. Donc, c'est pas une histoire d'armes, c'est pas une histoire de munitions, c'est effectivement une histoire d'hommes. Et puis, c'est une histoire d'innovation, technologie et de fatigue. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans et demi de guerre, avec des Russes qui, depuis finalement 2023, ça fait 2 ans qu'ils sont bloqués, vous savez, la fameuse offensive ukrainienne de l'été 2023. Depuis ce temps-là, ils sont engagés dans ce qu'on appelle une guerre d'attrition. Et ils ont mobilisé des moyens industriels, des moyens humains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rapport de feu, le rapport d'armement, le rapport industriel et le rapport humain est aujourd'hui en leur faveur, et sachant qu'ils ont une ténacité, voilà, ils ont le temps pour eux aussi, juge-t-il. Donc ils sont prêts à mettre des efforts sur le terrain, et donc oui, aujourd'hui, c'est non seulement des hommes et des munitions, mais finalement, on est dans un pays qui arrive au bout d'une guerre qu'il a honnêtement, qui a été héroïque. Je veux dire, il faut rendre hommage à l'armée ukrainienne parce qu'ils ont tenu 3 ans et demi. Personne ne s'attendait à ce qu'ils tiennent aussi longtemps. Mais à vous écouter, on a l'impression que la guerre est terminée. Ah, écoutez, c'est honnêtement très mal engagé parce que même si les Ukrainiens se rétablissent là, ça sera sur des positions très légères. Il faut comprendre que au cours de la première semaine d'août, les Russes ont lancé, notamment sur ce secteur du front, 400 à 500, ce qu'on appelle des bombes planantes. Ces bombes, elles pèsent 500 kilos à 1500 kilos, les plus lourdes 3000 kilos. Mettons en moyenne 1000 kilos. C'est-à-dire que dans une bombe, vous avez l'équivalent de 20 obus d'artillerie de 152. Et donc, vous avez un effet absolument dévastateur, aussi bien sur les tranchées fortifiées que sur les villes qui étaient finalement des môles défensifs utilisés par les Ukrainiens. Et donc, aujourd'hui, oui, la situation militaire ukrainienne est inquiétante. Ceux qui vous disent le contraire, qui disent on n'a qu'à leur donner des armes et on n'a qu'à se retirer, c'est trop. Malheureusement, c'est trop tard aujourd'hui de le dire. Oui. Et quoi qu'il se passe, en tout cas dans les prochains jours, les Russes n'auront pas atteint leur but, qui était prendre Kiev en 3 jours. En tout cas, au début de cette invasion déclenchée par Vladimir Poutine. Merci beaucoup, mon général, pour cet éclairage. Et à bientôt. Bonne journée. Sur Sud Radio, Olivier Kempf, je le rappelle. Merci à vous, Félix Mathieu. Avec plaisir. Et à une prochaine fois. Allez, à suivre sur Sud Radio, le tour de table de l'actualité de nos vraies voix. Nathalie Lebas, on va parler des PFAS. Les PFAS, les polluants éternels avec un grand Z. Vous nous direz pourquoi c'est inquiétant. Et nous allons parler de quoi avec vous, Anthony Martin-Smith ? De car. Les bus. Vous allez prendre le bus et vous allez fêter un anniversaire. À tout de suite. Les vraies voix sur Sud Radio, toujours avec Félix Mathieu, Anthony Martin-Smith et Nathalie Lebas. Tout de suite, place au tour de table. On est convoqué à la table ronde. Oula, le pognon à la limite, on cracherait pas dessus, mais là c'est pas le problème. Bon, alors quoi? C'est vous voulez des terres? Des terres? On est déjà pas assez pour s'occuper de celles qu'on a. C'est scandaleux. Alors quoi? C'est compliqué à expliquer en même pas une minute. Dans le détail,
On sait pas, mais... Ce qui est sûr, c'est qu'on en a plein le cul. Le tour de table. De l'actualité. J'aimerais quand même embrasser les deux voix familières des vraies voix Sud Radio que nous venons d'entendre dans ce tour de table. Philippe Bilger, qui est quelque part dans une piscine, probablement dans une bouée avec une tête de canard, en train de profiter de l'été. Et Philippe David, qui doit faire à peu près la même chose dans une autre plage ou quelque chose. Il était sur la plage en train de lire un livre sur son post LinkedIn aujourd'hui. Formidable, on l'embrasse très fort. Le tour de table de l'actualité de Nathalie Lebas, les polluants éternels. Vous vouliez revenir dessus? Pourquoi aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, je voulais reparler de ce sujet parce que on a beaucoup entendu, notamment avec la loi du plomb, parler des risques pour la santé. Mais les polluants éternels, ce sont des risques qui sont permanents et qu'on a sur nos territoires. Moi, je voulais vous prendre l'exemple que j'ai chez moi. On a eu pourtant des exemples. On avait chez vous en Picardie, chez moi en Picardie, tout à fait. On a le film Dark Waters qui nous avait raconté l'histoire de l'entreprise Dupont qui avait été condamnée aux États-Unis pour avoir pollué les réseaux d'eau potable. Et ce groupe s'est installé il y a quelques années chez nous en France, dans l'Oise, à Villers-Saint-Paul, sous le nom d'une société suite à scission, la société Quemour. Après avoir constaté en 2023 la présence de ces polluants éternels dans l'eau et la terre, l'ARS a appelé, alors je cite par précaution, à ne consommer ni les poissons sur une dizaine de kilomètres en aval, ni les œufs de poule. Ah oui. Il est aussi déconseillé d'utiliser l'eau des puits pour l'arrosage. Ah. Attendez, on n'a même pas le droit d'arroser son jardin avec l'eau de son puits? Il vaut mieux éviter, oui, visiblement par précaution. Et pourtant, localement, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Et moi, je m'inquiète pour les populations. Où en est-on réellement de l'information aux habitants? Peut-on boire ou pas l'eau du robinet sans crainte pour la santé? Pour l'instant, on ne vous a pas dit qu'elle n'était plus potable. Donc ça veut dire qu'en théorie, vous avez le droit de la boire. En théorie, mais on a des études de l'ARS qui nous expliquent qu'aujourd'hui, les taux sont très élevés. En fonction des différentes études, on n'est pas tout à fait au même niveau. Bon, vous n'êtes pas sereine, quoi. On n'est pas serein et vraiment, on aimerait avoir des explications et être certain. Surtout lorsqu'on sait que l'entreprise, elle a décidé de fermer. Et moi, je pose quelques questions. Ça devrait vous rassurer dans ce cas-là. Mais sauf que les polluants éternels, ils sont éternels, ils vont pas partir du jour au lendemain. Et qu'est-ce qu'on va faire comme suivi médical, notamment pour les salariés qui ont travaillé dans cette entreprise, mais également pour tous les habitants qui, depuis des années, potentiellement, ont été impactés. Puisqu'on a par exemple l'interdiction de manger les œufs de poule à proximité. Donc c'est aussi sur un territoire rural avec des habitants qui ont chacun leur poulailler. Ils ont vraiment tous leur poulailler en ce moment pas sur le tous, territoire? Non, pas tous, mais il y en a, on est en semi-rural. Et la question qu'on peut se poser, alors on n'a pas la preuve, on ne sait pas si c'est cette entreprise qui a pollué, mais il y a eu des alertes, notamment par des élus d'autres pays qui avaient déjà eu affaire à ce groupe. Et quoi qu'il en soit, que ça soit cette entreprise ou pas cette entreprise, aujourd'hui, moi, je pense que les Français, les habitants du territoire, ont le droit d'être informés. On l'a vu avec la pétition sur la loi du plomb, où les gens réclament... Non, je ne l'ai pas signé, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Mais les gens réclament plus de sécurité alimentaire. On a le Conseil constitutionnel qui a d'ailleurs bloqué aujourd'hui les polluants. On a également une enquête parlementaire qui nous a parlé et s'est penchée sur le cas Nestlé Waters. Mais quid de la gestion de la pollution par les polluants éternels dans les rivières, dans les puits, les sols et l'eau du robinet qu'on boit? Anthony Martin-Smith, ça vous inquiète ce que vous entendez? Moi, je suis outré. Oui, je suis outré parce que effectivement l'absence de communication sur des informations aussi sensibles qui touchent la santé de la population est évidemment obligatoire et nécessaire et urgente. Mais surtout, je me demande comment on fait pour décontaminer ces sols.
Oui, effectivement. Félix Mathieu, pas de problème de pollution dans la Sarthe à la Flèche chez vous ? Pas que je sache. C'est vrai qu'il y a quelques mois, on avait vu cette manifestation des fabricants de poêles devant l'Assemblée nationale qui critiquaient justement cette remise en cause des PFAS, avec toujours cet argument comme dans les PFAS, oui, les polluants éternels. Comme sur chaque sujet environnemental, cette mise en balance avec le côté l'emploi, le côté si on les interdit chez nous, est-ce qu'on va pas acheter des poêles avec des PFAS Est-ce qu'on est vraiment qui sont faites ailleurs? C'est toujours l'argument aussi. Alors c'est un vrai argument. Est-ce qu'on est vraiment sûr que ces PFAS sont dangereux pour la santé, par exemple? Alors il y a plusieurs études qui prouvent qu'il y a des risques cancérigènes, mais aussi d'infertilité, de perturbateurs endocriniens. Donc aujourd'hui, en plus, en France, on n'arrête pas de dire qu'on a de plus en plus de personnes qui sont stériles. Il faut peut-être s'intéresser à la qualité de nos eaux et de nos sols. Oui, on en reparlera. En tout cas, avec vous aussi, Nathalie Lebaron. On célèbre un anniversaire tout de suite dans le tour de table. C'est l'anniversaire des bus. Des 10 ans, des bus Macron, des lignes qu'il a voulu alors qu'il était encore ministre de l'économie à l'époque sous François Hollande. Il avait voulu qu'on libéralise un secteur, celui du transport routier, par des lignes d'autocars, pardon, et qui, s'avère être un succès. 100 millions de passagers transportés depuis 10 ans, avec pas moins de 50 nouvelles lignes rien que cet été. C'est énorme. Et c'est d'autant plus énorme que pour une fois, dans le transport, qu'il soit ferroviaire ou aérien, on a tendance à considérer Paris comme étant un hub, un endroit où il faut absolument partir, en tout cas passer quand vous venez de province. Et bien désormais, avec ces lignes... Sud Radio, le mot province est interdit. Vous l'avez dit une fois, vous ne le redirez plus. Mais maintenant, en tout cas, quand on vient dehors de Paris, c'est pas grave. Pardon Jean-Marie. En tout cas, voilà. Moi aussi, j'ai grandi dans cette province. En tout cas, tout le monde passe par Paris en bus. C'est ça que vous le dites? Non, désormais on ne passe plus par Paris. On a des lignes directement entre des lignes, entre des villes type Bordeaux, Lyon, Nantes, Mulhouse, et puis aussi avec l'étranger, avec des prix qui peuvent atteindre 16 € le billet pour un siège dans un bus. Et donc ça, je trouve que c'est une belle avancée malgré tout que l'on doit... Au président Emmanuel Macron. Au futur président. Écoutez, voilà, ce sera à mettre au crédit de son bilan. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose pour les Français qui peuvent voyager, se déplacer. Ça vient aussi en complément de les offres de train et autres. Vous avez déjà pris les bus Macron, Félix Mathieu? Les bus Macron, pas très souvent. Il ne faut pas non plus que ça vienne pallier les déficits du côté du ferroviaire, évidemment. C'est bien pour ça que c'était critiqué aussi au début. C'était Félix Mathieu. À lui de vous faire préférer le train. Merci beaucoup, Félix. Allez, à suivre notre coup de projecteur. On va parler de cette fameuse loi très controversée, au sens propre, dans le premier sens du terme, la loi du plomb promulguée aujourd'hui. On va parler de tout ce que la loi du plomb rend possible. On va en débattre avec nos deux invités qui vont nous rejoindre dans quelques instants, même tout de suite d'ailleurs. On est avec deux agriculteurs puisqu'il y avait débat dans le monde agricole sur cette fameuse loi du plomb. D'une part, Lux Messard, bonsoir à vous. Bonjour à tous. Vice-président de la FNSEA. Qu'est-ce qui est le plus important dans ce qui entre en vigueur avec cette loi du plomb pour vous aujourd'hui, en un mot? 18 mois. Alors, on va essayer de vous retrouver avec une liaison un peu plus correcte. C'est pas grave, on va y arriver ce soir. Lux Messard, vous y êtes pour rien. On vous retrouve dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Allez, jusqu'à 19h, on va y arriver, chers amis. Il est 18h38, tout simplement. Nous sommes toujours le mardi 12 août, c'est l'été. Il fait chaud sur une bonne partie de la France. Je pense que vous avez eu le temps de vous en rendre compte. Et aujourd'hui, on apprend que le président de la République, Emmanuel Macron, a promulgué la fameuse loi du plomb. Une loi qui a fait débat jusqu'au sein du monde agricole. Alors, qu'est-ce qu'elle rend possible à partir d'aujourd'hui? On va en parler avec nos deux invités. Lux Messard est avec nous. Je vous l'entendis à l'instant, vice-président de la FNSEA. Est-ce que vous entendez mieux, Lux Messard? Bonsoir à nouveau. On va vous entendre dans un instant. Yannick Becker est également avec nous, porte-parole de la Confédération Paysanne, l'autre syndicat agricole. Vous êtes le porte-parole pour la Confédération Paysanne pour la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonsoir à vous, Yannick Becker. Bonsoir à tous. Vous, on vous entend. C'est presque du favoritisme. Parfait. On est désolé pour Lux Messard, mais on va le retrouver dans un instant. Alors vous, Yannick Becker, comme votre syndicat, la Confédération Paysanne, vous étiez contre la loi du plomb et y compris contre ce qui est rendu possible par la promulgation qui a eu lieu aujourd'hui. On est d'accord? Oui, on l'est toujours.
Quelles sont les mesures rendues possibles par cette loi que vous considérez néfastes ? Les deux plus emblématiques, c'est l'augmentation du seuil d'installation classée pour l'environnement pour les bâtiments d'élevage. Donc la facilitation des bâtiments d'élevage industriel. Et puis la facilitation aussi d'installation de méga-bassines, alors plutôt dans le sud-ouest, en tout cas on n'est pas concerné par ça. Mais voilà, donc c'est deux mesures qui sont emblématiques d'un grossissement démesuré des fermes, et donc d'une soumission aux investissements qui nous échappent, et puis aussi à la diminution du nombre des agriculteurs, sans compter après les aléas et ce qui vient avec, c'est-à-dire que la spécialisation des territoires, etc. Donc voilà, si on revient plus précisément, je pourrais en parler plus précisément. On va y revenir plus précisément. Voire des bassines. On va y revenir plus précisément, notamment les bassines, ce que vous appelez, vous, les méga-bassines. Lux Messard est avec nous. On va y arriver, je le promets, mon cher Lux Messard, parce que c'est la règle sur Sud Radio. D'abord, tout le monde a la parole et on fait en sorte que ce soit dans les meilleures conditions possibles. Lux Messard, pour vous, la promulgation de la loi, même si c'est pas assez, c'est déjà une bonne nouvelle à la FNSEA. Alors, en tout cas, elle était nécessaire. C'est un ensemble de mesures qu'on attendait pour éviter les distorsions de concurrence avec nos voisins européens. C'est donner aux agriculteurs les moyens de produire. C'est notamment stocker un peu d'eau l'hiver quand il en tombe trop, puis que quand il y a ces canicules et ces sécheresses, qu'on puisse l'utiliser. On ne sait pas faire de fruits, de fruits, de légumes sans eau. C'est des banalités, mais il faut peut-être le rappeler. En tout cas oui, mais malgré tout ça veut dire qu'il y a des accords au sein du monde agricole comme on l'entend avec la Confédération paysanne. Le stockage d'eau pour l'irrigation des cultures, c'était une des mesures qui était importante pour la loi du plomb. C'est ce qui fait débat. Est-ce que vous comprenez l'opposition à ce que votre contradicteur appelle les méga-bassines ? Déjà, une bassine, ça fait quelques litres. Je pense qu'il faut parler de réserve. De tout temps, l'homme a toujours stocké l'eau. Et je crois que quand il en tombe, avec le rapport du GIEC, on nous dit qu'avec le changement climatique, il en tombera autant, mais de façon discontinue. C'est la capacité, comme le font nos voisins, et même les pays du Nord aujourd'hui, de stocker l'eau quand elle tombe en excès, pour éviter justement les rivières à sec l'été, pour pouvoir aussi avoir de l'eau dans nos robinets, et puis maintenir et soutenir l'agriculture. Et je crois que c'est pas un gros mot que d'arroser ces cultures. En France, on arrose moins de 5% de nos cultures, mais aujourd'hui, dans le sud, on est incapable de faire des fruits et légumes sans eau. Alors justement, la parole à votre contradicteur, toujours Yannick Becker, porte-parole de la Confédération paysanne. Dans le Sud, très précisément, l'un des articles le précise de cette loi, les retenues de stockage d'eau à vocation agricole, qui sont constituées évidemment en puisant dans la nappe phréatique ou les cours d'eau, sont présumées être d'intérêt général majeur. Pourquoi c'est pas une bonne chose pour vous, Yannick Becker ? D'eau pluviale, les retenues collinaires, etc. Nous, dans le Sud, on est très habitués à ça. On en a même une énorme qui s'appelle le lac de Serpenson, avec le plus gros lac artificiel d'Europe. Allez, on va y arriver. Tout simplement, on va vous rappeler l'un et l'autre. On va faire au plus simple, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Avec cette manière de fonctionner, je suis désolé pour vous deux, mais on va vous retrouver. C'est une promesse que je vous fais à l'un et l'autre. Anthony Martin-Smith, 2 millions de signatures contre la loi du plomb. Vous l'avez signé, vous, ou pas ? Oui, je l'ai signé. La pétition ? Oui, je l'ai signée. Pourquoi vous l'avez signée alors ? Parce qu'elle faisait sens sur le raisonnement scientifique qui était derrière. En revanche, j'entends aussi les préoccupations de nos agriculteurs qui aujourd'hui peinent avec ces réglementations totalement inégales entre ce qui se passe sur le législatif français et le législatif européen. Et donc j'ai le sentiment que cette loi, c'est un espèce de nivellement par le bas où on essaye de dire on va essayer de se rapprocher le plus possible de ce qui se fait chez nos voisins, alors que même le sujet est pas forcément là. On devrait davantage niveler la réglementation européenne vers le haut en disant que ce que font nos agriculteurs vers le haut, c'est-à-dire ce que font nos agriculteurs français est un modèle pour notre agriculture, pour notre santé publique mondiale. C'est aussi pour ça que les produits français se vendent bien à l'étranger, c'est parce que nous sommes rigoureux dans notre agriculture, nous sommes rigoureux dans la manière dont nous traitons la question de la santé publique. Et donc cette loi, c'est du nivellement, en tout cas c'était du nivellement vers le bas pour moi, oui effectivement, avec cette question de l'acétamitride, mais pour la question de la gestion de l'eau, pour l'instant, est-ce qu'on sait faire mieux ?
Est-ce qu'on sait faire autrement? Je ne crois pas. Nathalie Lebas, vous l'avez pas signé la pétition? Alors moi, je l'ai pas signée parce que je pense que cette pétition partait d'un bon fond, mais on était sur une vision biaisée. Première des choses, est-ce que c'est dangereux ou est-ce que ce n'est pas dangereux? Si c'est dangereux, et j'entends les scientifiques qui le disent, dans ce cas-là, il faut interdire l'importation de toute nourriture qui soit dangereuse. Alors pourtant, c'est pas interdit. Et justement, c'est là où moi, ça me pose problème. C'est qu'on nous explique que nos agriculteurs, ils vont pas produire ces produits parce qu'ils sont dangereux, mais en revanche, comme ils vont être trop chers, on va importer encore plus de nourriture qui, elle, est polluée et qui va nous rendre malades. C'est complètement idiot, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, c'est pour cela que Xavier Bertrand a écrit à la ministre pour lui demander de mettre un coup de poing au niveau de la Commission européenne et demander l'application de clauses miroirs pour interdire l'importation de ces produits. Parce que ça ne sert à rien d'interdire à nos agriculteurs de produire des produits infestés si on les mange par ailleurs. Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'ils sont dangereux pour la santé ou infestés? Je reprends les termes que vous avez employés parce qu'ils sont forts quand même, ces termes. On parle de poison, j'entends le mot poison par exemple. Lux Messard, c'est des produits dangereux ou pas? Alors, c'est des produits pharmaceutiques. C'est exactement comme la pharmacie. Il y a la pharmacie pour les humains, il y a la pharmacie des plantes, les produits phytosanitaires. Ils ont des autorisations de mise sur le marché, ils ont des autorisations européennes, voire des fois des autorisations françaises. Et donc, ce n'est pas n'importe quoi. Il faut les manipuler avec précaution. Jamais nous, en tout cas, on mettra en danger la sécurité des agriculteurs et encore moins des Français. Et c'est pour ça qu'il faut les utiliser avec le meilleur professionnel possible. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce qu'on a surtout besoin, c'est des solutions. Et des fois, la solution, c'est pas forcément le produit phytosanitaire. C'est un peu comme les antibiotiques, c'est pas obligatoire. Mais de temps en temps, quand on n'a pas de solution, quand on a un puceron qui pique et qui donne la jaunisse, par exemple sur les betteraves, je suis moi-même producteur de betteraves, en plus d'être éleveur, je peux vous dire que là, on se retrouve complètement à moins 20, moins 30%, et c'est la rentabilité complète de la culture qui est mise à mal. Et voire demain, la fermeture d'usine et on importera du sucre. Et comme l'ont très bien dit vos collègues, c'est que on va importer sans faire et là on ferme les yeux sur les méthodes qui sont utilisées dans nos pays voisins et c'est juste pas possible qu'on importe alors qu'on nous l'interdit dans les champs. Je pense que c'est juste normal. Sinon demain on aura simplement une importation qui va continuer alors qu'on peut produire chez nous et en même temps l'agriculture elle amène bien plus que l'alimentation, elle amène aussi de l'emploi sur les territoires, elle amène aussi un vrai enjeu sur l'environnement, sur les haies, sur la diversité des rotations. Donc c'est tout ça aussi, c'est une vraie richesse l'agriculture. C'est ce que je disais, c'est du nivellement vers le bas avec cette loi où on veut ramener les Français à des standards européens alors même qu'on a une agriculture plutôt vertueuse. Oui mais pardon, moi je veux bien entendre ça et je comprends tout à fait. Oui mais c'est de la concurrence déloyale ce qu'il dénonce. On est d'accord, mais est-ce que ça veut dire que tous les autres pays d'Europe sont suicidaires et décident eux de s'empoisonner alors que nous serions les seuls petits villages dans ce monde global qui auraient décrété que c'est dangereux? Mais non, parce que vous avez des agences européennes comme l'EFSA qui vous dit que par exemple l'acétamipride n'est pas toxique à faible dose pour la santé. Même la NSS le dit en France. Donc, mais c'est juste que vous avez des scientifiques qui vont un peu plus loin dans la démarche et dans les recherches et qui vous disent si c'est toxique. Alors, on a retrouvé Yannick Becker pour la Confédération Paysanne. On voulait parler d'autre chose que de la cétamiprine. On y est quand même revenu. Vous ne pouvez pas s'en empêcher, Yannick Becker. Faire classer pour ça. Bon, est-ce que vous considérez, vous aussi, qu'il faudrait à minima ne plus importer ce qu'on vous interdit de produire? Bien sûr. Nous, on propose des prix minimum d'entrée. Et au niveau européen, il y a quelque chose que j'entends jamais parler, c'est la clause de sauvegarde. Là, c'est le manque de courage politique ou alors c'est juste qu'on se soumet au marché et on a peur de ses collègues européens. Mais la clause de sauvegarde, ça permet d'interdire l'importation de produits de produits agricoles qui ont reçu des produits qu'on interdit nous-mêmes. Et pourquoi on l'a pas fait alors ? Pourquoi on l'a pas fait? Il faudra demander aux économistes et puis à mon collègue de la FNSEA. Mais après, dans ces cas-là, on parle, quand il a parlé de solution, la solution, c'est le prix. Si on a une baisse de rendement ou si on est obligé d'agrandir les fermes, c'est parce qu'on manque de prix. Je rappelle qu'il y a 1 an et demi, le départ de la crise, c'était le manque de revenus dans les fermes. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose des produits chimiques, on nous propose d'agrandir des fermes et de les surcapitaliser avec des fermes avec 80 000 poulets.
Franchement, j'ai du mal à comprendre le raisonnement économique. Ou alors c'est consommé au niveau du Brésil, quoi. Donc pour vous, il faudrait que les produits agricoles coûtent plus cher, point à la ligne. Bien sûr. Après, il y a de la marge entre la vente du produit brut et la vente aux consommateurs. Là, je pense qu'on peut prendre et que les consommateurs vont pas le voir passer, quoi. Luc Messard, vous êtes toujours avec nous. Vous avez été interpellé par votre collègue. Pourquoi la clause de sauvegarde, on l'a pas activée? Déjà, si c'était la FNSEA qui avait la main, je pense qu'il y a longtemps qu'on aurait contrôlé dans vous nos n'êtes pas frontières. si impuissant que ça quand même, pardon. On voit bien aujourd'hui que ces clauses miroirs, c'est le miroir aux alouettes, c'est-à-dire que on contrôle peu ou pas, on n'a pas envie de contrôler, on met pas les contrôleurs là où il faut, et qu'en plus de ça, le peu de contrôles qui sont faits à l'entrée des frontières au niveau européen, 3% des contrôles à peine, et sur les 3%, entre 25 et 30% d'anomalies, c'est énorme. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on commence à contrôler, on trouve tout de suite des anomalies, des choses qui sont pas légales. Et je crois que on n'a jamais autant rappelé à la FNSEA et chez les jeunes agriculteurs la nécessité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, ces clauses de miroir, on veut pas. On se dit que c'est pas possible aujourd'hui. La clause de sauvegarde. La clause de sauvegarde. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, l'Union européenne, d'ailleurs, on voit bien avec le Mercosur, c'est-à-dire qu'on est dans la dernière droite et que, à part le président qui fait toujours en même temps, qui nous dit non, je signerai jamais, mais on voit bien qu'il laisse défiler les accords, il laisse même aller Ursula von der Leyen s'en aller en Argentine. Continuer à faire avancer cet accord qui va nous laisser rentrer du bœuf brésilien, du bœuf argentin, des produits du soja issus de la déforestation, du soja qui est produit avec 80% de matières actives qui nous sont interdites en France. Et là, c'est tant mieux que ces matières actives. D'ailleurs, on a retiré 75% des matières actives les plus dangereuses depuis 5 ans. Donc on reste pas sans rien faire. Je crois qu'aujourd'hui, comme ça a été dit, on a des agricultures les plus vertueuses au monde, et c'est souvent dit et c'est souvent cité. Donc accompagnons nos agriculteurs, et je crois qu'aujourd'hui c'est pas le moment de nous diviser entre producteurs. Oui, il y a un problème de revenus, il y a un besoin de rentabilité, mais on sait aussi très bien c'est que le pouvoir d'achat des Français n'est pas toujours à la hauteur sur l'alimentaire, et puis aussi l'État n'applique pas ses règles, notamment dans nos cantines où on retrouve souvent plutôt des produits importés que des produits issus de nos bons territoires. Ça, c'est bon de le rappeler, ça c'est vrai. Nathalie Lebas, vous avez 30 secondes. Alors c'est vrai, et d'autant plus que dans la région des Hauts-de-France, on a fait des filières courtes pour favoriser nos agriculteurs, dans nos cantines notamment. Et véritablement, aujourd'hui, on ne peut pas aller demander à des agriculteurs de produire moins, de produire mieux, d'être compétitifs, de gagner leur vie. Et aussi, derrière, il faut se demander comment les Français vont manger. Effectivement. Je voudrais qu'on termine quand même sur les bassines, parce que c'est là que vous avez été interrompu par la qualité de la liaison. On est toujours avec vous, Yannick Becker, porte-parole de la Confédération paysanne. C'est une question qui me taraude toujours. Pourquoi il y a des agriculteurs qui sont contre le fait de stocker de l'eau quand elle tombe pour pouvoir s'en servir quand il n'y en aura plus? Parce que c'est pas le principe qui est appliqué dans les bassines actuelles. Le principe qui est appliqué dans les bassines actuelles, c'est qu'on pompe dans les nappes phréatiques. Nous, dans le sud, effectivement, on prend l'eau qui coule et qui part à la mer avec ses retenues collinaires. Lorsqu'on pompe dans les nappes phréatiques, non seulement on prend de l'eau à tout le monde pour la réserver à certains, mais en plus on assèche le paysage, on rompt le cycle de l'eau. Donc là où le meilleur endroit pour conserver l'eau, c'est les nappes phréatiques. Donc il faut arrêter de pomper dedans et de les percer. Bon, mais écoutez, en tout cas... Et puis en plus, l'objectif, ça va sur quelle culture? On parle de légumes et de fruits. Non, là on parle de céréales à l'exportation. Nous, dans le sud, oui, on arrose pour des légumes et des fruits. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Et même beaucoup de fruits partent aussi à l'exportation. Donc il faut se poser la question. C'est pas un gros mot non plus d'exporter nos céréales. Non, mais quand on parle de souveraineté alimentaire... c'est pas pour aller rééquilibrer la balance commerciale française. Surtout qu'en plus, ce sont des cultures qui sont bien soumises à de l'engrais, donc c'est du gaz russe et puis il y a du pétrole. Donc faire attention à ce qu'on fait dans le modèle qu'on veut développer. En tout cas, vous aurez pu le dire l'un et l'autre et vous faire entendre. Merci à vous, Yannick Becker. On vous entendait à l'instant, porte-parole de la Confédération paysanne pour la région sud. Merci à vous, Luc Messard, vice-président de la FNSEA. Bon, merci à nos vraies voix aussi, Nathalie Lebas. À bientôt. Merci à vous, avec merci plaisir. À vous. Je rappelle que vous êtes communicante et conseillère régionale dans les Hauts-de-France. Anthony Martin-Smith, à demain. À demain. À demain. Et avant ça, on vous laisse entre les mains de Jean-François Aquili.